Voilà, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bonsoir. Merci de vous joindre à nous sur Shingiti Télévision. Une fois n'est pas coutume, cette émission donc de Disons Tout a l'habitude de passer chaque mardi, mais aujourd'hui exceptionnellement nous le faisons donc mercredi. Raison que vous connaissez tous, c'est donc l'actualité ici en Mauritanie qui est beaucoup dominée par donc le sommet du G5 Sahel. Justement, c'est de ce sommet-là que nous allons donc parler aujourd'hui. Eh bien, l'actualité est dominée, au risque de me répéter, par le sommet du G5 Sahel tenu hier ici à Nouakchott. Après donc, avec mesdames et messieurs, les présences des chefs d'État des pays membres et d'illustres invités étaient également de la partie, à savoir donc le président français Emmanuel Macron et d'autres présidents qui étaient également en visioconférence tels que Angela Merkel et j'en passe. Eh bien, mesdames et messieurs, un sommet en vue de faire donc le point sur la feuille de route convenue donc au sommet de Pau, c'était en France en janvier dernier. Eh bien, cela était également prévu, il était également prévu d'évaluer la situation sécuritaire au Sahel. Voilà donc ce qui a été l'objet de ce sommet de Nouakchott qui s'est tenu ici hier. Mesdames et messieurs, pour en parler dans cette émission de Disons Tout, nous recevons donc quelqu'un qui s'y connaît bien en termes de géostratégie et en termes effectivement d'études stratégiques. Il s'agit donc de M. Seydina Oumar, il est directeur de l'Institut INARA, qui veut dire en d'autres termes l'Institut Éclairage. Voilà, ils éclairent les gens. Eh bien, il est également spécialiste en géopolitique et en études stratégiques. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, merci vous allez bien? Très bien. Voilà, la situation sanitaire au pays nous impose donc le port du masque et effectivement de faire attention donc aux gestes barrières. Alors, on va attaquer tout de suite le sujet, le G5 Sahel et le sommet d'hier. Alors, le sommet arrive dans un contexte sécuritaire, disons-le, très marqué par des attaques. Des attaques qu'on a vues au Burkina, au Mali et même tout récemment dans un pays qui ne fait pas partie du G5 Sahel, dont nous allons aborder tout à l'heure. Mais également marqué par une crise sanitaire profonde. Il s'agit donc du Covid-19. Alors dites-nous, quelle analyse faites-vous de cette situation sanitaire dans les pays du G5 Sahel? Ok, merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte pour parler de la feuille de route qui a été pensée et adoptée à Pau. La réunion de Nouakchott était une réunion planifiée, prévue, déjà à partir de Pau, même malgré l'épidémie du Covid, les chefs d'État ont tenu à assister à ce sommet parce que c'est un sommet... Physiquement, hein? Physiquement, parce que c'est un sommet particulièrement important. Il s'agit d'une évaluation d'une stratégie qui a été adoptée à partir de Pau. Mais pour comprendre son importance, il y a lieu réellement de parler un peu avant Pau. Tout à fait. En décembre, la France n'était pas tout à fait dans de bonnes conditions parce que certains pays africains du G5 ne voulaient pas de la présence de l'armée française. Il y avait aussi des carnages, il y avait des forces spéciales françaises qui ont été, des membres des forces françaises qui ont été tués, 13, et il fallait tenir un sommet, le sommet de Pau. Il fallait dans un premier temps amener des chefs d'État pour leur dire, la France devait dire aux chefs d'État, est-ce que vraiment vous avez besoin de Barkhane et est-ce que vous êtes favorable à la présence de Barkhane pour lutter contre le terrorisme? Tous les chefs d'État ont dit oui, d'accord. Barkhane, c'est au nord du Mali. Barkhane, c'est la force française qui se trouve maintenant au Sahel. Au Sahel, en général. Voilà, c'est ça. Donc, il fallait rapidement monter cette stratégie-là.
et qui se définissait, s'est décliné en 4 piliers essentiels, c'est-à-dire la stratégie militaire proprement dite, et créer les capacités nécessaires pour les forces armées des pays du G5, en vue de prendre en compte la menace. Troisièmement, le retour de l'État et de l'administration sur les territoires qui ont été évacués par l'État. Et quatrièmement, le développement. Parce que c'était une approche globale. Tout à fait. Alors, donc je vais essayer de passer, parce qu'il s'agit d'une évaluation. Très bien. Alors, ce que je voudrais dire, on va attaquer ce sujet point par point. Le sujet dont vous avez parlé tout à l'heure, le retour de l'État et même le retour des populations qui avaient été déplacées. Nous allons attaquer la situation. Mais parlons de la situation sanitaire, au fait. Et toutes ces attaques et ces déplacements de population au niveau de la zone du G5 Sahel. En fait, quelle approche faites-vous? Quelle approche les pays ont-ils mis sur pied pour pouvoir effectivement combattre ce mal-là qui est à côté du terrorisme, un autre mal aujourd'hui qui s'impose au pays du G5 Sahel? Non, ce n'est pas le sommet lui-même. Bon, ce n'était pas tout simplement de lutter contre la Covid. Le sommet était là pour évaluer la stratégie. C'était une évaluation non, globale. tout simplement. Non, le Covid est venu à l'époque, on ne savait pas qu'il y aura la pandémie. Tout à fait. Et il y avait une stratégie, mais il y avait le plus pressé, lutter contre le terrorisme, parce que il y avait au mois de décembre et au mois de novembre plus de 4000 et quelques qui ont été tués, plusieurs militaires des pays. C'était le carnage, en fait, contre les forces du Niger, du Mali, du Burkina. Ces pays-là étaient la cible réellement des terroristes. Je vais parler tout simplement du premier pilier de cette stratégie, notamment ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Bien que je ne suis pas le concepteur de cette stratégie. C'était quoi la stratégie? Et auquel cas, pour évaluer cela, parce que les critères d'efficacité et les critères de performance, moi je ne les connais pas. Je ne suis pas parmi les gens qui ont conçu cette stratégie. Mais on va rester dans les formes, tout simplement. On va rester dans les formes. Alors. Ce qui est sûr, c'est que Barkhane, en venant, a été renforcé. Maintenant, Barkhane, c'est 5100 hommes. Des forces spéciales françaises sont là. Et le PCAT de Bamako, le poste de commandement interarmé de théâtre qui se trouve à Bamako, aujourd'hui, on lui a mis en place ce qu'on appelle un DLM, un détachement de liaison et de mentorat. C'est-à-dire que des officiers de l'armée française sont au niveau du PCAT de Bamako pour participer à la planification, à la conduite des opérations en synchronisant avec Barkhane. Très bien. Et il y a un PC, ce qu'on appelle le PC conjoint, le mécanisme de coordination qui a été bien fait au niveau de Djamena. Aujourd'hui, actuellement, des opérations ont été exécutées dans le triangle des 3 frontières, dans la zone des 3 frontières, c'est-à-dire le Liptako-Gourma, et plus de centaines de terroristes ont été tués, neutralisés ou tués. Donc il y a un bilan. Tout récemment, Drogdel a été tué à Tassalit, qui est l'un des hommes gros bonnets d'Aqmi. Célèbres d'Aqmi, qui a été tué à Tassalit par les... Actuellement, sur le plan militaire, sécuritaire, je pense, moi, qu'il y a une évaluation très positive. Alors, s'il y a une évaluation très positive, comment peut-on expliquer donc ces attaques sporadiques qui n'en finissent pas au nord du Mali, toujours au Niger, et surtout au Burkina? Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons même que le terrorisme est en train de changer de position. Nous connaissons des pays qui sont généralement attaqués, le Mali, le Burkina, le Niger. Mais nous avons encore une autre attaque dans un pays qui ne fait même pas partie du G5 Sahel, qui a été attaqué. Je vais parler de la Côte d'Ivoire. Vous allez parler de la Côte d'Ivoire et l'attaque de Kafolo. De Kafolo. L'attaque de Kafolo, oui, d'accord. Bon, ce qui est sûr, en matière de stratégie militaire, il y a eu des progrès énormes. Des progrès énormes, ça c'est sûr. Sur le plan aussi de la préparation des forces des pays du G5, il y a l'Union européenne qui assure l'entraînement avec des forces spéciales qui forment des Maliens et qui équipent des forces du G5 Sahel pour les amener à un certain niveau
une certaine capacité. C'est ça le rôle de Barkhane, elle est en train de le faire. Et demain, vous avez Takuba. Takuba, c'est des forces spéciales aussi qui viennent de l'Union européenne et de l'Union européenne qui vont commencer déjà à partir du mois d'août prochain pour renforcer les dispositifs. Alors, dites-moi. Ce qui est de l'attaque de Kafolo. De Kafolo, les terroristes, vous savez, le terrorisme, comme disent les militaires, c'est de la symétrie. C'est de la symétrie, c'est-à-dire que il est en train, il joue sur l'évitement. Il évite et ils ont un objectif et dans la plus grande discrétion, ils frappent. L'essentiel pour là où eux, on s'attend au moins, c'est dans l'infosphère qu'ils cherchent à faire plus de mal ou à se signaler. Faire une certaine plus-value par rapport à eux. C'est comme ça. Et ils ont allé jusqu'à Kafolo pour faire cette petite opération. C'est pour marquer leur présence. Voilà, c'est pour marquer leur présence. Okay. Et voilà, tout simplement, et se faire une certaine crédibilité. Tout simplement. Mais dans ce cas-là... Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des trois frontières, le bilan... C'est là l'épicentre, voilà, effectivement, du terrorisme. Non, parce que l'épicentre de l'État islamique au Grand Sahara, c'est le plus important, en fait. Tout à fait. Mais lui, il a subi des revers. Ce qui est sûr, c'est qu'il a subi des revers. Absolument. Et aujourd'hui, les opérations se passent convenablement. Se passent convenablement, les renseignements sont partagés. Voilà, justement, c'est ça le sens de ma prochaine question. Alors, comment se fait-il qu'on ne sent pas une lutte d'ensemble entre les forces du G5 Sahel et les forces nationales des pays et surtout des pays qui ne font pas partie du G5 Sahel? Pourquoi on n'entame pas une lutte commune entre ces différentes forces-là pour venir à bout de ce mal-là? Oui, maintenant nous avons l'environnement aujourd'hui. Ce qui est très important aujourd'hui dans la bande sahélo-sahélienne, la BSS, la bande sahélo-sahélienne, ce qui est important, c'est que vous avez l'État islamique au Grand Sahara et vous avez d'autres qui sont au centre du Mali et essentiellement au nord du Mali, Iyad Ghali et Amadou Koufa. Ces gens-là, c'est des terroristes, oui, d'accord, mais c'est des gens qui ont surtout une coloration ethnique, identitaire, de trafiquants, et parfois ils discutent avec l'État malien, l'État central malien. Le plus dangereux, c'est l'État islamique au Grand Sahara, parce que là, ils ont une idéologie. Et on donne un petit enfant de 18 ans, de 19 ans, qui n'a pas de perspective, on lui donne une moto et une calache. Et il se nourrit sur le dos de la bête. D'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller, je réitère, je reviens avec ma question, pourquoi ne pas les attaquer, pas de manière séparée, mais de manière conjointe ensemble? En fait, non, ça c'est des modes d'action. Vous savez, les militaires sont très doués dans ce genre-là. Ils connaissent bien comment il faut appréhender la menace. C'est des grands spécialistes. Les gens qui sont là-bas, qui traitent de ce problème, ils savent la solution qu'il faut. Ils mettent bien en contexte l'environnement. Ils mettent bien en contexte la solution. Ils savent. Et puis, ils conduisent des opérations. Ces gens-là, ils connaissent bien l'environnement stratégique. D'accord. Et ils conduisent très bien. Ce que vous parlez de Kafolo, vous avez au-delà de la bande sahélo-sahélienne, vous avez le lac Tchad. On va y arriver, on va y arriver tout à l'heure, le lac Tchad et même la Libye, on va brosser le sujet. Moi, ce qui m'importe, c'est tout simplement les 4 points de la feuille de route pour Nouakchott, comme vous dites. Cet aspect militaire, cette stratégie-là, je vous dis ce qui a été fait. Ce qui a été fait sur ce plan, qui doit être... Moi, je vais rester dans les formes pour évaluer. Très bien. Alors, bon, justement, si on doit rester dans les formes pour évaluer, on ne va pas parler trop du lac Tchad, mais parlons de la situation en Libye. Voilà, d'aucuns disent que, effectivement, si le terrorisme est en progression dans cette bande-là, dans cette bande sahélo-sahélienne, là, du G5 Sahel, tous ces pays-là, c'est par rapport à la situation qui prévaut ou qui a prévalu et qui prévaut toujours au niveau de la Libye, que les armements ou les terroristes seraient fournis à partir du chaos
que génère aujourd'hui la Libye. Est-ce que le G5 Sahel a pris des mesures par rapport à ça? Ou quelle est votre appréciation? Le dispositif français prend en compte Amadama, il prend en compte toutes les axes qui mènent à la Libye. Ils prennent en compte cette menace-là, il est bien pris en compte. Mais on ne peut pas dire que le terrorisme est une affaire de la Libye ou une affaire de l'Algérie. En fait, le taureau qui existait déjà au Mali, qui est l'épicentre aujourd'hui de la crise, ça a existé bien avant l'Algérie et bien avant la Libye. Mais est-ce qu'il n'y a pas une recrudescence à partir du chaos de la Libye? Oui, naturellement, parce que c'est un État failli et on peut bien vendre les armes et on peut même vendre les hommes, la drogue et tout ceci, on peut bien alimenter. Mais ce qui est sûr, c'est que le dispositif actuel qui est là, Barkhane, avec les pays du G5, c'est un dispositif qui prend en compte réellement la menace et qui fait du résultat. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ces résultats, ils ne le faisaient pas avant décembre, avant janvier 2020. Est-ce que le terrorisme ces résultats-là, il va régresser parce que quand on continue à trouver une solution, parce que l'approche doit être globale aujourd'hui, quand on prend certains villages, du Liptako, Gourma, certains villages, il faut bien que le Niger revienne avec ses forces s'installer et que l'administration s'installe. Et que des projets doivent être mis en place pour sécuriser, prendre en compte ces populations, pour que ces populations vivent, parce que les terroristes fournissaient cela. Et il faut bien que ces populations-là se réconcilient avec leur État. Mais justement, se réconcilient avec leur État. C'est le sens de ma prochaine question. Oui, oui. On nous dit qu'il faut envisager le retour des déplacés et aborder... pour la stabilité, il faut envisager effectivement le retour de ces déplacés-là, dans ces zones-là. Est-ce que réellement la situation sécuritaire est de mise pour que les populations reviennent s'installer? Je vais te dire un peu sur cet aspect. Au niveau de Barkhane et au niveau du PC, il y a ce qu'on appelle un J9. Un J9 dans un PC opératif. Dans un poste de commandement interarmé opératif, le J9, il est chargé de ce qu'on appelle les activités civilo-militaires. D'accord. Le CIMIC. Mais ces gens-là, ils ont fait 15 projets, 15 projets dans l'Iptako de Gourma. 15 projets pour ces populations-là, pour que ces populations se réconcilient avec leur armée, pour que ces populations se réconcilient avec leur pays, parce qu'on leur donne les vivres, on les soigne et on les sécurise contre les terroristes. Très bien, c'est ça la question voilà, en fait. C'est ça. Que les populations soient assez sécurisées contre les terroristes. Mais il faut comprendre que l'armée du Niger, l'armée du Mali, l'armée de ces pays n'étaient pas de grandes armées professionnelles. Mais avec les Français c'est une armée professionnelle quand même. Tout à fait. Et puis, ils ont la fine fleur de l'armée française, ils ont les forces spéciales françaises qui sont là-bas. Et puis, on forme ces militaires des officiers qui conduisent des opérations, des sous-officiers, des soldats et des unités tout entières. C'est pour lutter contre le terrorisme. Alors, la CEDEAO s'est invitée, il faut le dire, dans le G5 Sahel, notamment avec l'adoption d'un plan d'action de 2020 à 2024. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez, le G5 Sahel est un cadre institutionnel, dans un premier temps, qui a été créé. C'était une structure ad hoc qui a été créée par les 5 pays ici, Nouakchott. Et ils ont vocation à lutter contre le terrorisme. Parce que le G5 Sahel, il a un mandat assez important. Et la CEDEAO aussi, elle veut participer à cela pour lutter contre le terrorisme dans toute la zone de la CEDEAO. Tout à fait. Surtout que des pays de la CEDEAO commencent déjà. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez absolument. C'est le cas tout à l'heure. Absolument, tout à fait. Et d'autres même qui courent déjà sur le plan du terrorisme, le Burkina, le Mali, le Niger et tout ça. Voilà, ça c'est très bien. Alors, on va revenir. Oui, allez-y. Sur le plan des armées, la formation, je vous disais, il y a des centres de formation qui sont financés par l'Union européenne avec un encadrement de l'Union européenne qui forment ces forces
armées des 5 pays. Ils ont même ici une école de guerre qui est à Nouakchott, l'école de guerre qui forme l'encadrement des chefs militaires des pays du G5 ici à Nouakchott. Très bien. Ils sont formés à Nouakchott. Ils sont formés par l'école de guerre à Nouakchott, le collège de défense. Très bien. Et alors puis, justement, la création d'une coalition hein, qui date du 28 avril entre l'Union européenne et le G5 Sahel. Alors, quel rôle va-t-elle jouer? Non, c'est là pour financer les... Parce que les volets développement, il faut bien des financements, il faut que les gens permettent des décaissements pour que ces populations-là, ces populations sont des populations très pauvres. C'est pourquoi il y a le terrorisme, parce que c'est un taureau favorable des gens marginalisés, des gens qui ont une mauvaise éducation, et tout cela, il faut des financements. Tout à fait. Il faut des financements et il faut bien que la communauté internationale vienne se solidariser avec ces pays-là qui sont en proie au terrorisme et qui ont, ils ont eu la pandémie du Covid. Et c'est pourquoi même la pandémie du Covid, on va finir avec ça. Mais je vous prends au mot en vous disant, en parlant effectivement de la déclaration du président français qui était l'invité spécial de ce sommet-là. Il a dit lors d'une interview, et je cite, « Quand la France s'engage, c'est toute l'Europe qui s'engage avec elle. » Alors dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui on ne sent pas la France un peu seule dans ce combat-là du terrorisme? Non, la France n'est pas seule. La France n'est pas seule. La France a mobilisé beaucoup de ressources auprès de certains bailleurs, l'Union européenne et tous ces pays-là. La coalition, c'est une affaire de la France. Mais avec qui? On ne sent pas trop d'autres pays européens. Il y a beaucoup de pays. L'Union européenne qui forme les forces maliennes, les bataillons formés, ça c'est l'Union européenne, ça c'est certains pays de l'Europe. Très bien. Il y a beaucoup, aujourd'hui des forces qui se trouvent Takuba, c'est des pays de l'Europe. Les financements prioritaires qui sont prévus par le G5 Sahel, et tout ceci, c'est l'Union européenne aussi. L'Union européenne est en train d'aider financièrement. Alors justement, parlant de financement, et même le président Michel, hier, en visioconférence, il a dit sa solidarité avec les pays du G5. L'Allemagne a dit sa solidarité avec les pays du G5 à travers ses représentants. Et tout ceci, la France n'est pas seule. Mais la France, comme disent les Américains, elle a besoin d'être leading from behind, ce n'est pas son rôle. La France, elle est au devant. Il s'agit quand même du Sahel. Et il s'agit de certains pays du Sahel qui avaient demandé l'intervention de la France en 2013. Tout à fait. Et la France est là. Et puis, je te dis un peu, pour le sommet de Pau, la France avait choisi, elle avait même mis sur la table quelques options. Est-ce que les pays du G5 Sahel, vous êtes d'accord pour la présence de Barkhane? Nous sommes d'accord. Et il faut le dire de façon ostentatoire. Et ils l'ont dit de façon ostentatoire qu'ils cherchent Barkhane et que Barkhane reste. Et c'est comme ça, nous sommes aujourd'hui en bonne direction de nos objectifs. Absolument. Alors, on parlait tout à l'heure de financement. Alors, les chefs d'État avaient donc formulé le souhait donc de l'annulation de la dette des pays membres, c'est-à-dire les 5 pays membres du G5 Sahel. Est-ce que c'est logique? Oui, c'est très logique. C'est très logique parce que ces pays du G5 Sahel luttent contre le terrorisme déjà. Ils sont déjà des pays pauvres. Déjà, des pays pauvres, ils luttent contre le terrorisme, qui est un phénomène international, qui doit susciter, provoquer la solidarité internationale. Et ensuite, il y a une maladie qui est là, qui est en train de grever aussi les finances de ces pays qui sont pauvres. Et c'est pourquoi ils demandent à certains bailleurs, du moins à certains pays, d'effacer la dette. Le moratoire a été fait, mais ils demandent un peu plus pour effacer la dette, pour leur permettre, en fait, de pouvoir continuer de lutter contre le terrorisme, qui lui c'est une digue. C'est une digue. Il faut que les pays du G5 puissent assurer la digue avant le déferlement, avant
que le tourisme ne vienne, avant qu'elle ne cède. Avant qu'elle ne cède. Voilà. Voilà, donc nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer le sommet de Nouakchott? Bon, le sommet de Nouakchott était un sommet d'évaluation tout simplement de la feuille de route, comme vous avez dit. Est-ce qu'elle a tenu ses objectifs? Elle a tenu ses objectifs. Ces objectifs sont là. Ils sont dans la bonne direction. Comme disent généralement, comme disent les stratèges, quand ils évaluent en fonction de leurs critères. Et quand ils vérifient qu'ils sont en bonne direction des objectifs, on maintient le cap. Très bien. On maintient le cap. Donc, je crois que le cap doit être maintenu. Et déjà, à 6 mois, ils ont fait de bons résultats. Les actions qui ont été menées ont produit des effets. Et les conditions décisives qui doivent être réalisées ont été réalisées sur les axes stratégiques qui ont été définis. Très bien. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission et je vous rappelle que nous parlions effectivement de l'actualité qui est dominée donc par le sommet du G5 Sahel tenu hier ici à Nouakchott en présence des 5 chefs d'État des pays membres, également des personnalités, de hautes personnalités telles que le président français Emmanuel Macron et d'autres présidents qui ont suivi le sommet par visioconférence tels que Angela Merkel et autres. Eh bien, nous recevons donc sur ce plateau pour en parler M. Seydina Oumar, il est directeur de l'Institut INARA de géopolitique et de géostratégique. Merci de nous avoir éclairés. Merci. INARA veut dire éclairage. Merci d'être venu nous éclairer. Donc, merci pour vous. Sur non seulement le sommet de Nouakchott, mais également les sommets antérieurs, c'est-à-dire que le sommet de Pau et d'autres sommets qui ont donc eu à donner une feuille de route qui a donc été évaluée ici à Nouakchott hier par ce sommet-là. Merci de nous avoir suivis. On est arrivé au terme de l'émission. Disons tout revient mardi prochain, Inch'Allah, et nous serons avec beaucoup de plaisir vous servir. Merci et bonsoir. Merci pour vous. Merci pour vous. Ça va? Ça va très bien.